Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Sofa de Crébillon. Nous irons ce soir du chapitre 4 au chapitre 6, sachant que c'est donc le deuxième épisode sur cette œuvre. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que vous pouvez trouver le premier épisode dans la playlist tout simplement. Et sachez également que se trouve dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses dans la lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Voilou. Je vous invite sans plus attendre à vous installer bien agréablement, à prendre à boire, à manger. Je vous souhaite bon courage, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train d'aller au travail, si vous êtes en train de bosser sur un truc chez vous, j'en sais rien. Que sais-je, ou encore si vous êtes en train de faire une partie de gaming. Bon courage, bon courage. Santé à tous, chers amis. Et ce soir, nous allons nous lancer très rapidement dans la lecture. Je le dis à chaque fois, et à chaque fois, au final, je me retrouve à faire une introduction ultra longue, ultra à rallonge. Mais ce soir, je vous jure, on va entrer vite dans la lecture, tout simplement, puisque lors de la fois passée, je me suis rendu compte qu'en fait, ça se lisait beaucoup plus vite que ce que je n'aurais cru. Et vu que moi, bah voilà, j'ai tout mon programme organisé jusqu'au 13 décembre, qui sera, je le répète, la date du dernier live de cette année. Et bah du coup, tout est déjà millimétré et je ne peux pas, entre guillemets, me permettre... Enfin, disons que ça serait trop compliqué pour moi, là, maintenant, de dire, bon, bah du coup, je vais le lire en moins de temps, je vais le lire en moins de soirées, en moins d'épisodes. Par contre, il faut que j'ai une nouvelle lecture pour enchaîner la suite jusqu'au 13. Enfin, c'est un peu chiant en termes d'organisation, tout simplement. Donc disons que on va se tenir au programme que j'avais planifié, à savoir mardi, vendredi 21h, on lit Crébillon, le sofa, jusqu'au 13 décembre, qui signera le dernier live de lecture et le dernier live tout court de ma chaîne en cette saison 2019. Et puis comme ça, bah, à partir de 2020, quand je reviendrai en live certainement vers début mi-janvier, et ben on reprendra sur une toute nouvelle œuvre. Ça vous laissera pas une œuvre à moitié terminée avant les fêtes, dont vous devriez attendre la suite. Voilou. Ce qui fait que, pourquoi je parlais de ça? Ce qui fait que j'ai envie de faire des lives efficaces et courts, parce que voilà, la lecture risque déjà en elle-même d'être relativement courte, et vous savez à quel point je n'apprécie pas de dialoguer, de bavarder davantage que je ne lis. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Mon but, c'est de faire des lives de lecture, donc j'ai envie qu'il y ait plus de lecture que d'autres choses, forcément. Voilou. D'ailleurs, je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire, pour être franc. En ce moment, c'est une période assez calme, en fait. J'ai l'impression que je suis un peu en jachère, comme on dit. C'est-à-dire que je suis un peu au repos. J'ai pas envie de faire grand chose de mes journées et je ne fais pas grand chose. Je pense que ça doit être aussi un peu le froid qui joue là-dessus. Mais ouais, j'ai du mal à avoir l'envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Donc oui, j'ai du mal à avoir l'envie. En fait, non, c'est même pas ça. J'ai du mal à avoir la motivation parce que l'envie est là. Mais du coup, j'ai envie de plein de choses, mais la motivation, c'est un peu difficile ces temps-ci. Et je pense que je suis en jachère, entre guillemets, du fait d'avoir pas mal carburé ces temps-ci. J'ai fait pas mal de live, j'ai fait beaucoup de boulot sur la vidéo La Mère des voleurs que j'ai publiée il y a de cela 2-3 semaines maintenant. J'ai aussi pas mal taffé sur mon jeu de société il y a quelques mois, mais bon, disons que tout s'enchaîne sans forcément d'interruption. Et là, voilà, j'ai l'impression d'être un peu en jachère, j'ai l'impression que j'ai un peu besoin d'une pause et besoin, j'en discutais tiens avec Mirani la dernière fois, un peu besoin d'être spectateur aussi. Je sais pas, je ressens beaucoup ça dans ma vie, d'avoir des moments où j'ai besoin d'être spectateur, où j'ai besoin de me baigner dans plein de bouts culturels, que ce soit de la lecture, que ce soit des films, que ce soit de la musique, que ce soit même des activités sportives ou autres, ludiques, etc. Et ouais, j'ai besoin d'un peu me perdre et de devenir spectateur quelque temps
recharger les batteries et aussi recharger l'inspiration quelque part. Enfin, pas forcément recharger l'inspiration, je pense en avoir toujours, mais disons la nourrir et peut-être la rendre plus fertile. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que j'utilise le terme dans jachère, ça, je trouve que ça a du sens. Et du coup voilà, j'ai l'impression que là jusqu'à fin décembre, grosso modo, fin d'année, ça va être un peu compliqué parce qu'après il y a les fêtes de fin d'année et tutti quanti. Donc je pense que ça va être un peu compliqué d'enchaîner avec un gros projet. Donc là ce que j'ai vraiment prévu c'est de faire les lives le mardi, le vendredi à 21h de lecture normale. Les mercredis de 13h à 16h live de gaming sur Sea of Thieves, d'ailleurs il y en aura un demain. Normal, et enfin, live de découverte de l'univers de League of Legends, le dimanche à 21h, normal. En gros, vous avez le programme normal de stream jusqu'au 13 décembre, à savoir donc 1, 2, 3, 4 streams par semaine. Et je me tâte toujours à faire un petit extra en décembre, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Et après, je le disais aussi, moi, je pense que ça peut être une bonne expérience. Faut voir à quel point justement je suis saturé ou non. Mais je me dis que ça peut être une bonne expérience à tenter. Peut-être tenter 1 ou 2 semaines, la dernière ou les 2 dernières semaines de live. Donc du coup les premières ou... Enfin... du coup la deuxième ou la première et la deuxième semaine de décembre. Faire peut-être un live tous les jours, carburé à donf ou faire un truc comme ça. Pour terminer en beauté et justement pour avoir moi une expérience de... Qu'est-ce que ça fait si je live beaucoup plus? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va avoir vraiment un intérêt? Est-ce que je vais pas justement me saouler tout seul? Donc ouais, j'ai bien envie de tenter ça en décembre. J'y réfléchis et je vous tiens au courant, mais c'est une possibilité. En somme, je me répète pas mal par rapport au live précédent et j'avoue ne pas avoir grand chose à ajouter. Ce qui fait que je vous empresse tout de suite de me suivre dans la lecture de Crébillon, dans la lecture du roman Le Sofa. Je répète qu'il s'agit d'un conte moral, en tout cas il est présenté comme tel. Je rappelle que grosso modo ce qui s'est passé la dernière fois c'était un peu une mise en bouche. Grosso modo le principe de l'œuvre est simple. On a le sultan des Indes, Shah Baham, qui est le petit-fils de Shahryar des Mille et Une Nuits. Donc vous voyez, il y a déjà une inspiration Mille et Une Nuits et ça s'en inspire vraiment, même si ça le pastiche un peu, etc. Enfin bon bref. Mais du coup, le délire, ça va être tout simplement d'avoir un sultan qui demande à sa cour de se faire raconter des histoires, parce que les contes, grosso modo, le divertissent, et c'est à peu près tout. À tel point que dès qu'on commence à peut-être débattre, à peut-être apporter des idées intellectuelles, morales, etc., il est directement énervé, saoulé, et il demande à ce que ça s'arrête. Donc voilà, vous voyez un peu le délire déjà comment ça commence. Et donc jusqu'à présent, Shah Baham a demandé uniquement à Amanzei de raconter une histoire. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'était la première histoire. Et je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. De toute manière, je vous conseille de voir l'épisode 1 si vous voulez suivre la lecture de ce soir, comme d'habitude. Hein. C'est forcément mieux à lire dans l'ordre, enfin à écouter dans l'ordre. Et on va sans plus attendre partir sur la lecture du soir avec le chapitre 4. Ce soir, comme la dernière fois, il aura 3 chapitres. Ça sera grosso modo ça pour chaque live sur Crébillon, je crois. Et du coup, bah... on est parti avec des petits chapitres de 7-8 pages, donc voilà, un live qui risque d'être bien court, mais bon, ce n'est pas forcément la longueur qui fait la qualité. Je rappelle que, voilà, c'est un récit cadre, donc à chaque fois, il y a le dialogue entre le sultan, Amanzei, aussi la sultane, et peut-être d'autres personnages, mais sinon, Amanzei prend le lead de la narration, entre guillemets, pour raconter donc une histoire qu'il conte au sultan. Je sais pas si j'ai été hyper clair, mais c'est le principe du récit cadre, une histoire racontée dans l'histoire. Voili voilou, cette fois-ci, on est parti pour de bon pour le chapitre 4. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou que vous me regardiez en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 4. Où l'on verra des choses qu'il se pourrait bien qu'on n'eût pas prévues. Après la mort de Fatmé, mon âme prit son essor,
et vola dans un palais voisin, où tout me parut à peu près réglé comme dans celui que j'abandonnai. Dans le fond, pourtant, on y pensait d'une façon bien différente. Ce n'était pas que la dame qui l'habitait entra dans cet âge où les femmes un peu sensées, quand elles ne condamneraient pas la galanterie comme un vice, la regardent au moins comme un ridicule. Elle était jeune et belle, et l'on ne pouvait pas dire qu'elle n'aimait la vertu, que parce qu'elle n'était point faite pour l'amour. À son air simple et modeste, au soin qu'elle prenait de faire de bonnes actions et de les cacher, à la paix qui semblait régner dans son cœur, on devait croire qu'elle était née ce qu'elle paraissait. Sage, sans contrainte et sans vanité, elle ne se faisait ni une peine ni un mérite de suivre ses devoirs. Jamais je ne la vis un moment, ni triste, ni grondeuse. Sa vertu était douce et paisible. Elle ne s'en faisait pas un droit de tourmenter, ni de mépriser les autres, et elle était sur cet article beaucoup plus réservée que ne le sont ces femmes qui, ayant tout à se reprocher, ne trouvent cependant personne exempt de reproches. Son esprit était naturellement gai, et elle ne cherchait pas à en diminuer l'enjouement. Elle ne croyait pas sans doute, comme beaucoup d'autres, qu'on n'est jamais plus respectable que lorsqu'on est fort ennuyeux. Elle ne médisait point, et n'en savait pas moins s'amuser. Persuadée qu'elle avait autant de faiblesses que les autres, elle savait pardonner à celles qu'elle leur découvrait. Rien ne lui paraissait vicieux ou criminel que ce qu'il est effectivement. Elle ne se défendait pas les choses permises pour ne se permettre, comme Fatmé, que celles qui sont défendues. Sa maison était sans faste, mais tenue noblement. Tous les honnêtes gens d'Agra se faisaient honneur d'y être admis. Tous voulaient connaître une femme d'un aussi rare caractère, tous la respectaient, et malgré ma perversité naturelle, je me vis enfin forcé de penser comme eux. J'étais, lorsque j'entrai chez cette dame, si rempli encore de la fausseté de Fatmé, que je ne doutai pas d'abord qu'elle ne fît les mêmes choses, et je confondis au premier coup d'œil la femme vertueuse avec l'hypocrite. Jamais je ne voyais entrer un esclave ou un brahmine sans croire qu'on me mettrait de la conversation, et je fus longtemps étonné d'y être toujours compté pour rien. L'oisiveté à laquelle on me condamnait dans cette maison m'ennuya enfin, et persuadé que ce serait en vain que j'attendrais qu'on m'y donnât matière à observation, je quittai le sofa de cette dame, charmé d'être convaincu par moi-même qu'il y avait des femmes vertueuses, mais désirant assez peu d'en retrouver de pareilles. Mon âme, pour varier les spectacles que son état actuel pouvait lui procurer, ne voulut pas, en quittant ce palais, rentrer dans un autre, et s'abattit dans une assez vilaine maison, obscure, petite, et telle que je doutais d'abord s'il y aurait de quoi m'y donner retraite. Je pénétrai dans une chambre triste, meublée au-dessous du médiocre, et dans laquelle pourtant je fus assez heureux pour rencontrer un sofa qui, terni, délabré, témoignait assez que c'était à ses dépens qu'on avait acquis les autres meubles qui l'accompagnaient. Ce fut avant que je susse chez qui j'étais, la première idée qui me vint, et quand je l'appris, je ne changeai pas d'opinion. Cette chambre, en effet, servait de retraite à une fille assez jolie, et qui par sa naissance, et par elle-même, étant ce qu'on appelle mauvaise compagnie, voyait cependant quelquefois les gens qui, dit-on, composent la bonne. C'était une jeune danseuse qui venait d'être reçue parmi celles de l'empereur, et dont la fortune et la réputation n'étaient pas encore faites, quoiqu'elle connût particulièrement presque tous les jeunes seigneurs d'Agra, qu'elle les comblât de ses bontés, et qu'ils l'assurassent de leur protection. Je doute même, quelque chose qui lui promisse, que sans un intendant des domaines de l'empereur qui prit du goût pour elle, la fortune eût sitôt changé de face. Abdelatif, c'est le nom de cet intendant, par sa naissance et par son mérite personnel, ne faisait pas une conquête brillante. Il était naturellement rustre et brutal, et depuis sa fortune, il avait joint l'insolence à ses autres défauts. Ce n'était pas qu'il ne voulût être poli, mais persuadé qu'un homme comme lui honore quelqu'un quand il lui marque des égards, il avait pris cette politesse froide et sèche des gens d'un certain rang, qu'en eux on veut bien appeler dignité, mais qui dans Abdelatif était le comble de la sottise et de l'impertinence. Né dans l'obscurité la plus profonde, non seulement il l'avait oublié, mais même il n'y avait rien qu'il ne fît pour se donner une origine illustre. Il couronnait ses travers en jouant perpétuellement le seigneur. Vain et insolent, sa familiarité outrageait autant que sa hauteur. Ignoble et sans goût dans sa magnificence, elle n'était en lui qu'un ridicule de plus. Avec peu d'esprit, et moins encore d'éducation, il n'y avait rien à quoi il ne crût... Avec peu d'esprit et moins encore d'éducation, il n'y avait rien à quoi il ne crût se connaître et dont il ne voulût décider. Tel qu'il était cependant, on le ménageait non qu'il pût nuire, mais il savait obliger. Les plus grands d'Agra étaient assidûment ses complaisants et ses flatteurs, et leurs femmes même étaient sur le pied de lui pardonner des impertinences avec elles,
qu'avec elle il poussait à l'excès, ou de ne rien refuser à ses désirs. Quelque couru qu'il fût dans Agra, il était quelquefois bien aise de se délasser des trop grands empressements des femmes de qualité, et de chercher des plaisirs qui, pour être moins brillants, n'en étaient pas moins vifs, et selon ce qu'il avait l'insolence de dire, souvent guère plus dangereux. Ce fut un soir, en sortant de chez l'empereur devant qui Amine avait dansé, que ce nouveau protecteur la ramena chez elle. Il promena dans son triste et obscur logement des regards orgueilleux et distraits, puis, en daignant à peine lever les yeux sur elle, « Vous n'êtes pas bien ici, lui dit-il, il faut vous en tirer. C'est autant pour moi que pour vous que je veux que vous soyez plus convenablement logés. On se moquerait de moi si une fille de qui je me mêle n'était pas d'une façon à se faire respecter. » Après ces paroles, il s'assit sur moi, et l'attirant sur lui brusquement, il prit avec elle toutes les libertés qu'il voulut, mais comme il avait plus de libertinage que de désir, elles ne furent pas excessives. Amine, que j'avais vue haute et capricieuse avec les seigneurs qui allaient chez elle, loin de prendre avec Abdelatif des airs familiers, le traitait avec un extrême respect, et n'osait même le regarder que quand il paraissait désirer qu'elle le fît. « Vous me plaisez assez, lui dit-il enfin, mais je veux qu'on soit sage. Point de jeunes gens, des mœurs, une conduite réglée. Sans tout cela, nous ne serions pas longtemps bons amis. Adieu, petite, ajouta-t-il en se levant, demain vous entendrez parler de moi. Vous n'êtes point meublée de façon qu'on puisse aujourd'hui souper avec vous. J'y vais pour voir. Bonjour. » En achevant ces mots, il sortit. Amine le reconduisit respectueusement et revint sur moi, se livrer à toute la joie que lui causait sa bonne fortune, et compter avec sa mère les diamants et les autres richesses qu'elle attendait le lendemain de la générosité d'Abdalatif. Cette mère qui, quoique femme d'honneur, était la plus complaisante des mères, exhortait sa fille à se conduire sagement dans le bonheur qu'il plaisait à Brahma de lui envoyer, et comparant l'état où elles étaient à celui dans lequel elles allaient se trouver, faisait mille réflexions sur la providence des dieux qui n'abandonnent jamais ceux qui la méritent. Elle fit après cela une longue énumération des seigneurs qui avaient été amis de sa fille. « Combien peu leur amitié vous a-t-elle été utile, mon enfant ?» lui disait-elle. « Aussi c'est bien votre faute. Je vous l'ai dit 1000 fois, vous êtes née trop douce. Ou vous vous donnez par pure indolence, ce qui est un grand vice, ou ce qui ne vaut pas mieux, et vous a donné de grands ridicules, vous vous prenez de fantaisie. Je ne dis pas qu'on ne se satisfasse quelquefois à Dieu ne plaise, mais il ne faut pas tellement se sacrifier à ses plaisirs qu'on en néglige sa fortune. Il faut surtout éviter qu'on ne puisse dire qu'une fille comme vous peut se livrer quelquefois à l'amour, et malheureusement vous avez donné là-dessus matière à bien des propos. Enfin, vous êtes encore bien jeune, et j'espère que cela ne vous fera pas grand tort. Rien ne perd tant les personnes de votre condition que ces étourderies que j'ai entendu nommer des complaisances gratuites. Quand on sait qu'une fille est dans la malheureuse habitude de se donner quelquefois pour rien, tout le monde croit être fait pour l'avoir au même prix, ou du moins un bon marché. Voyez Roxane, Nathalie, Selzir, elles n'ont pas une faiblesse à se reprocher. Aussi Brahma a béni leur conduite. Moins jolies que vous voyez comme elles sont riches. Profitez bien de leur exemple. Ce sont des filles bien raisonnables. « Eh oui, ma mère, oui, répondit Amine, que cette exhortation impatientée... Eh oui, ma mère, oui, répondit Amine, que cette exhortation impatientée. J'y songerai. Mais me conseilleriez-vous pourtant de n'être qu'au monstre que j'ai actuellement? Cela est impossible, je vous en avertis. Vraiment non, reprit la mère à l'égard de son cœur. On n'en est pas la maîtresse, je dis simplement qu'il faut que vous renonciez aux seigneurs de la cour, à moins que vous ne les voyiez incognito, et qu'il n'est pour vous de meilleure façon qu'ils n'en ont eu jusqu'ici. Si vous voulez que je leur parlerai, moi. Si vous voulez, je leur parlerai, moi. Vous avez Massoud que vous aimez, c'est un bon choix. Il n'est connu de personne, il se prête à tout. Vous le faites passer pour votre parent, on le prend pour cela, il n'y a rien à dire. Ce monsieur qui vous veut du bien s'y trompera comme les autres. En vous conduisant avec prudence, il ne se doutera de rien, et... Croyez-vous, ma mère, interrompit Amine, qu'il me donne des diamants? Ah oui, il m'en donnera. Ce n'est pas, ajoutait-elle, que j'ai de la vanité, mais quand on tient un certain rang, on est bien aise d'être comme tout le monde. Là-dessus, elle se mit à compter toutes les filles qui seraient désespérées, et des diamants, et des belles robes qu'elle aurait. Idée qui la flattait plus que sa fortune même. Le lendemain d'assez bonne heure, un char vint la prendre, et mon âme curieuse de voir l'usage qu'Amine ferait des conseils de sa mère, la suivit. On la conduisit dans une jolie maison toute meublée, qu'Abdalatif avait dans une rue détournée. Je me plaçai en y arrivant dans un sofa superbe que l'on avait mis dans un cabinet extrêmement orné. Jamais je n'ai vu personne dans une aussi sotte admiration que celle qu'Amine témoignait pour tout ce qui s'offrait à ses yeux. Après avoir curieusement examiné tout, elle vint se mettre à sa toilette. Les vases précieux dont elle la vit couverte, un écrin rempli de diamants, des esclaves bien vêtus,
qui d'un air respectueux s'empressait à la servir, des marchands et des ouvriers qui attendaient ses ordres, tout la transportait et augmentait son ivresse. Quand elle en fut un peu revenue, elle songea au rôle qu'elle devait jouer devant tant de spectateurs. Elle parla à ses esclaves avec hauteur, aux marchands et aux ouvriers avec impertinence, choisit ce qu'elle voulut, ordonna que tout ce qu'elle commandait fût prêt pour le lendemain ou plus tard, se remit à sa toilette, y resta longtemps, et en attendant les magnificences qui lui étaient destinées, se revêtit d'un déshabillé superbe qui avait été fait pour une princesse d'Agra et qu'elle trouva à peine assez beau pour elle. Elle passa la plus grande partie de la journée à s'occuper de tout ce qu'elle voyait et à attendre Abdalatif. Vers le soir enfin, il parut. « Eh bien, petite, lui dit-il, comment vous trouvez-vous de tout ceci ?» Amine se précipita à ses pieds et, dans les termes les plus ignobles, le remercia de tout ce qu'il faisait pour elle. J'étais étonné, moi, qui jusque-alors avais été en bonne compagnie de tout ce qui frappait mes oreilles. Ce n'était pas que je n'eusse jamais entendu de sottises, mais du moins, elles étaient élégantes, et de ce ton noble avec lequel il semble presque qu'on n'en dit pas. Et c'est la fin du chapitre 4. Nous marquons une courte pause. Très courte pause parce que, vous l'avez remarqué, les chapitres sont vraiment rapides à lire sur cette lecture. Donc on va essayer d'enchaîner assez rapidement. J'aime beaucoup le ton que ça prend et ouais, je trouve ça tellement ingénieux. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que Amanzei a de la malice, presque de la malice, avec le sultan Shabaam, mais du coup, l'auteur a aussi de la malice avec ses personnages et avec la complicité du lecteur, etc. Enfin, il y a vraiment toute une ambiance de légèreté et d'humour sur tout le texte, et il y a vraiment ouais, plusieurs strates de lecture possibles. On sent qu'il y a des commentaires sur la moralité, etc., mais qu'en même temps, ce sont souvent des commentaires faits un petit peu sous le ton du cynisme ou de l'ironie. Enfin ouais, je trouve ça vachement bien fait. Il y a tout un pan comme ça, ouais, humoristique, malicieux, que je trouve vachement agréable. Déjà, rien que dans les titres des chapitres, hein, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, mais là, le chapitre 4, où l'on verra des choses qu'il se pourrait bien qu'on n'eût pas prévues. Enfin, genre, qui décrit son texte comme ça, quoi, c'est trop bizarre. Et par exemple, le chapitre 5, qu'on va lire bientôt, il s'appelle « Meilleur à passer qu'à lire ». Pardon. Eh ben dis donc, je crois que je m'étais jamais étouffé en live en 3 ans. Pardon, je m'en excuse pour vos oreilles. Donc oui, chapitre 5, meilleur à passer qu'à lire. Mais quel auteur va dire comme ça à son lecteur, bon bah là, ce que j'ai fait, c'est mieux de le passer plutôt que de le lire. Enfin, genre c'est très presque subversif entre guillemets. En tout cas, il y a vraiment un jeu de l'auteur vachement agréable, je trouve, qui rend tout le texte, qui est relativement, je vais pas dire qu'il soit peu original, mais disons, voilà, c'est un conte et on s'attend à peu près à ce que ça peut être dans le ton. Et là, ça ajoute quelque chose encore en plus. Je trouve que ça va très bien au conte du ton. Oula, au conte du conte, ouais. Au ton du conte, justement, cette nuance-là. Je trouve que ça pousse encore ce qu'est un conte de base. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. En plus, par rapport au premier live, là, on voit en effet que l'auteur a un discours plus nuancé sur les femmes. La dernière fois, j'avais très peur d'avoir des retours là-dessus, je dois avouer, parce que je sais que parfois vous êtes choqués par certaines lectures, etc. Mais encore une fois, je le répète, il faut pas forcément être choqué, il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte. Bien souvent, ce qui vous choque, c'est du fait que ce soit un texte d'une époque révolue, entre guillemets. Ce qui fait que, bah oui, il y a des choses qui vous semblent anachroniques, il y a des choses qui vous semblent choquantes, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Et aussi, deuxième point, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de la fiction. Donc ce qui est dit par un personnage, voire même ce qui est dit par le narrateur, c'est pas forcément la pensée de l'auteur, et c'est pas non plus forcément ma pensée, moi, de lecteur. Donc voilà, faites bien le distinguo entre tout ça. Et là, j'apprécie assez que Crébillon
et naturellement expliciter ce point, je trouve, avec le début de ce chapitre, puisque je le rappelle, le principe c'est que Amanzei est transporté de Sofa en Sofa. En gros, il a été réincarné en Sofa, et il ne sera pas libéré de cette vie de Sofa tant qu'un couple n'aura pas eu ses ébats sur lui. Et du coup là, ouais, dès le début, il va dans un sofa d'une femme respectable au possible. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que l'auteur dit bien, il y a des femmes respectables, attention, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur les femmes, ce sont des généralités qui ne sont pas si générales, et il y a aussi des femmes qui sont tout à fait bien. Donc voilà, j'aime assez le fait que Crébillon et bien marquer ce point et bien montrer qu'il y a aussi des femmes qui sont très respectables, bonnes, etc., etc. Et en plus, ça ouvre et amène un autre point aussi qui est assez drôle, c'est que c'est justement cette femme dont l'âme du sofa, donc Amanzei, va s'ennuyer ultra rapidement et du coup va décider de quitter rapidement pour trouver d'autres femmes et d'autres joies. Et ça c'est marrant parce que ça explicite aussi autre chose que je trouve malheureusement très vrai. C'est ce délire de malheureusement le bien et le bon pour beaucoup de gens, et je le comprends, mais malheureusement pour beaucoup de gens le bien et le bon c'est très ennuyeux et ça n'intéresse pas en fait. Les gens préfèrent le drame, le mal, la tristesse, la colère, les chocs, les effusions de sang. Bon là j'exagère, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Les gens sont plus attirés par ce genre de récit que par la vie banale et bonne de quelqu'un de bien. Ça me fait penser à une chanson du groupe Ludo qui s'appelle... If I sing a good man's life. Ah non, je me rappelle plus du titre de la chanson. Attendez. Je vais regarder ça parce que ça va m'énerver. Hop. Et du coup, bonsoir Jumpy, bienvenue dans ce live. Comment ça va? Comment ça va? Ah bah la chanson s'appelle Scream Scream Scream, je suis bête, bien sûr que ça s'appelle Scream Scream Scream. Du coup, bienvenue dans ce live Jumpy, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Du coup oui, j'étais en train de dire que ça me faisait penser à une chanson du groupe Ludo qui se nomme Scream Scream Scream, et dans les paroles à un moment il est dit... if I scream, scream, scream. Donc, si je crie à propos de la vie d'un mec bien, est-ce que vous allez vous arrêter et écouter? Est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Est-ce que vous allez crier avec moi, le chanter doucement et ouais je sais pas comment expliquer ça, doucereusement entre guillemets. Enfin voilà. Et en gros, je trouve ça tellement bien vu comme parole. C'est vraiment dire, bah en fait, les gens s'en foutent des gens bien, malheureusement, et les gens s'en foutent des bonnes actions. Enfin, disons, je vais pas faire des globalités et des généralités dans ce sens-là, mais disons que globalement, les gens préfèrent les petits trucs mesquins, méchants, sales, ou du malheur, de la tristesse, de la colère, etc., que juste le beau, le bien, pur, et voilà, et simple, entre guillemets, et que du coup, il n'y a pas d'intérêt à raconter l'histoire de quelqu'un d'heureux, etc., etc. Et c'est de là, aussi, certainement que vient la corrélation que l'un de mes fantasmes, c'est d'écrire un texte qui parle uniquement de la beauté, et ouais, pas de la beauté par rapport à la mocheté. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ouais, c'est un peu un des fantasmes que j'ai, où je me dis, écrire purement le beau, écrire purement le bien, le bon, sans le comparer ou sans le mettre en image contre, voilà, sans le contrebalancer par le bien, par le mal, la mocheté, le sale, etc. Je trouve ça hyper dur et j'ai un fantasme là-dessus.
Enfin bref, du coup voilà, ce passage de Crébillon me faisait un peu penser à ça, et au fait que Crébillon s'amuse de dire bon bah écoutez, j'ai trouvé une femme bien, mais on va pas s'y intéresser parce que c'est ennuyeux, donc on va repartir tout de suite sur quelqu'un qui a un cas peut-être plus litigieux. Euh, et du coup, bah, bon courage pour ta fatigue et ton travail, Jumpy, j'espère que ça va aller pour toi. Comme ça, ils se sentent supérieurs en s'intéressant aux choses mauvaises, ils ont l'impression d'être bons. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, en effet. Il y a peut-être un peu de ça, en effet. Je sais pas si c'est uniquement cette chose-là, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, cette pause a déjà bien duré. Eh, je pourrais presque me faire des queues et que ce soit pas dégueulasse. Hein. Genre là, on dirait presque un samouraï, c'est assez stylé. je ferai peut-être des trucs comme ça dans le futur, ouais. Bref, du coup, j'en ai terminé avec cette pause. On va reprendre la lecture sans plus attendre parce que, ouais, la lecture de ce soir sera courte, donc j'ai pas envie de m'épancher à l'infini pendant les pauses. En tout cas, j'aime beaucoup le ton que ça prend, et vous aurez remarqué que Amanzei, un peu comme chez Erazad, qui maintenait le sultan, et du coup qui maintenait sa vie en lui racontant des histoires à l'infini, voilà, vous avez remarqué que normalement, c'était la cour du sultan qui devait raconter une histoire chacun à leur tour. Et là, pour le moment, Amanzai déroule et déroule et déroule, et là, on arrive déjà à la troisième femme qu'il a rencontrée. Donc voilà, vous voyez qu'il commence à y avoir un truc comme ça qui s'installe, et j'en dis pas plus. Je te souhaite une bonne écoute, Jumpy. Bonne écoute également à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans 10-15 minutes pour la prochaine pause. À tout à l'heure. Chapitre 5. Meilleur à passer qu'à lire. Avant que de s'engager dans une plus longue conversation, Abdalatif tira de sa poche une longue bourse pleine d'or qu'il jeta sur une table d'un air négligent. Serrez ceci, lui dit-il, vous en aurez peu de besoin. Je me charge de toute la dépense de votre maison et de celle de votre personne. Je vous ai envoyé un cuisinier, c'est après le mien, le meilleur d'Agra. Je compte souper souvent ici. Nous n'y serons pas toujours seuls. Des seigneurs de mes amis, avec quelques beaux esprits à qui je prête de l'argent, y viendront quelquefois. On y joindra de vos compagnes, des plus jolies, s'entend. Cela fera des soupers gais, je les aime. À ces mots, il la conduisit dans le petit cabinet où j'étais, et la mère d'Amine, cette femme respectable qui jusque-là avait été présente à la conversation, se retira et ferma la porte. Ce n'est pas d'une pareille conversation, dit Amanzei en s'interrompant, que je rendrai un compte exact à votre majesté. Amine y parut tout à fait tendre et vive jusqu'au transport. Abdalatif avait pris soin de lui dire auparavant que les femmes réservées dans leurs discours lui déplaisaient, et avec l'envie qu'Amine avait de lui plaire, son éducation et les habitudes qu'elle avait contractées, votre majesté imagine sans peine qu'il se tint des propos qu'il serait difficile de lui rendre, et qui d'ailleurs ne la flatteraient pas. Pourquoi cela demanda le sultan. Peut-être les trouverai-je fort bons. Voyons un peu. Voyez, dit la sultane en se levant, mais comme je suis sûr qu'il ne m'amuserait pas, vous trouverez bon que je sorte. Voyez-vous cela s'écria le sultan. La belle modestie. Vous croyez peut-être que j'en suis la dupe. Vous croyez peut-être que j'en suis la dupe, détrompez-vous. Je connais les femmes à présent, et je me souviens d'ailleurs qu'un homme qui les connaissait aussi bien que moi, ou à peu près, m'a dit que les femmes ne font rien avec tant de plaisir que ce qui leur est défendu, et qu'elles n'aiment que les discours qu'il semble qu'elles ne doivent pas entendre. Par conséquent, si vous sortez, ce n'est pas que vous ayez envie de sortir. Punaise, je suis désolé, c'était le sultan. Et c'est bizarre, pourquoi j'en suis la dupe. Je vais reprendre ce paragraphe. Voyez-vous cela s'écria le sultan. La belle modestie. Vous croyez peut-être que j'en suis la dupe, détrompez-vous. Je connais les femmes à présent, et je me souviens d'ailleurs qu'un homme qui les connaissait aussi bien que moi, ou à peu près, m'a dit que les femmes ne font rien avec tant de plaisir que ce qui leur est défendu, et qu'elles n'aiment que les discours qu'il semble qu'elles ne doivent pas entendre. Par conséquent, si vous sortez, ce n'est pas que vous ayez envie de sortir. Mais n'importe, Amanzai me dira à mon coucher ce que vous ne voulez pas qu'il me dise à présent. Cela fera précisément que je n'y perdrai rien, n'est-il pas vrai? Amanzai n'avait garde de ne pas convenir que le sultan avait raison, et après avoir exagéré la prudence de sa conduite, il continua ainsi.
Après l'entretien d'Abdalatif et d'Amine, qui fut plus long qu'intéressant, on servit. Comme je n'étais pas dans la salle à manger, je ne puis, sire, vous rendre compte de ce qu'ils y dirent. Ils revinrent longtemps après. Quoiqu'ils eussent soupé tête à tête, il me parut qu'ils n'en avaient pas été plus sobres. Après quelques fort mauvais discours, Abdalatif s'endormit sur le sein de sa dame. Amine, toute complaisante qu'elle était, trouva mauvais d'abord qu'Abdalatif prît avec elle de si grandes libertés. Sa vanité souffrait aussi du peu de cas qu'il paraissait faire d'elle. Les éloges qu'il lui avait donnés sur la façon dont elle avait soutenu l'entretien qu'elle avait eu avec lui l'avaient enorgueillie, et lui faisaient croire qu'elle méritait qu'il prît la peine de l'entretenir encore. Malgré les attentions qu'elle devait à Abdalatif, elle s'ennuya de la contrainte où il la retenait, et elle en aurait étourdiment marqué son chagrin si Abdalatif, ouvrant pesamment les yeux, ne lui eût demandé d'un ton brusque l'heure qu'il était. Il se leva sans attendre sa réponse. « Adieu, lui dit-il en la caressant brutalement, je vous ferai dire demain si je puis souper ici. » À ces mots, il voulut sortir. Quelque envie qu'eut Amine qu'il la laissa libre, elle crut devoir le retenir. Quoiqu'elle poussât la fausseté jusqu'à pleurer de son départ, il fut inexorable et se débarrassa des bras d'Amine en lui disant qu'il voulait bien qu'elle l'aimât, mais qu'il ne prétendait pas être gêné. D'abord qu'il fut sorti, elle sonna, en l'honorant à demi-bas de toutes les épithètes qu'il méritait. Pendant qu'on la déshabillait, sa mère vint lui parler bas. La nouvelle qu'elle donnait à Amine lui fit hâter ses esclaves, enfin elle ordonna qu'on la laissât seule. Peu de moments après que sa mère et ses esclaves se furent retirés, la première rentra. Elle menait un nègre mal fait, horrible à voir, et qu'Amine n'eut pourtant pas plus tôt aperçu qu'elle vint l'embrasser avec emportement. « Amanzeï, dit le sultan, si vous ôtiez ce nègre-là de votre histoire, je pense qu'elle n'en serait pas plus mauvaise. Je ne vois pas ce qui l'y gâte, sire, répondit Amanzeï. Je m'en vais vous le dire, moi, répliqua le sultan, puisque vous n'avez pas l'esprit de le voir. La première femme de mon grand-père Schahriar couchait avec tous les nègres de son palais. Ça a été, grâce à Dieu, une chose assez notoire. En conséquence de ce mon susdit grand-père, non seulement fit étrangler celle-là, mais toutes les autres qui l'eut après, jusque à ma grand-mère Scheherazade qui lui en fit perdre l'habitude. Donc, je trouve fort peu respectueux que l'on vienne, après ce qui arrivait dans ma famille, me parler de nègre, comme si je n'y devais prendre aucun intérêt. Je vous passe celui-ci puisqu'il est venu, mais qu'il n'en vienne plus, je vous prie. Amanzeï, après avoir demandé pardon au sultan de son étourderie, continua ainsi. Ah, Massoud, dit Amine à son amant, que j'ai souffert d'être 2 jours sans te voir, que je hais le monstre qui m'obsède, qu'on est malheureuse de se sacrifier à sa fortune. Massoud, à tout cela, répondait assez peu de choses. Il lui dit cependant que quoiqu'il l'aimât avec toute la délicatesse possible, il n'était pas fâché qu'Abdalatif eût pour elle des attentions. Il l'exhorta ensuite à faire tout ce qui serait convenable pour le ruiner, et se livrant après à toute la fureur des caresses d'Amine, ils commencèrent une sorte d'entretien dont la joie de tromper Abdelatif augmentait encore la vivacité. Avant que de sortir du cabinet, elle paya fort généreusement Massoud de l'extrême amour qu'il lui avait témoigné. Elle passa avec lui la plus grande partie de la nuit, et le renvoya enfin, lorsqu'elle vit paraître le jour et la mère d'Amine, qui par une porte de son appartement qui donnait dans celui de sa fille, l'avait introduit, le fit sortir par la même voie. Amine passa la matinée à essayer toutes les robes qu'elle avait commandées, et à en ordonner d'autres. Ce fut son amusement jusque à l'heure qui lui était marquée pour aller danser chez l'empereur. Elle en fut ramenée par Abdalatif. Ils étaient suivis de quelques jolies compagnes d'Amine, de quelques jeunes omrahs, et de 3 beaux esprits des plus renommés d'Agra. Ils s'empressèrent à l'envi de louer la magnificence d'Abdalatif, son goût, son air noble, la délicatesse de son esprit, et la sûreté de ses lumières. Je ne concevais pas comment des gens qui, par leur naissance ou leur talent, tenaient un rang distingué, pouvaient se pardonner la bassesse et la fausseté de leurs éloges. Ils n'oubliaient pas même de louer Amine, mais à la vérité, c'était d'une façon qui devait lui faire sentir qu'elle n'était que subalterne, et que, sans ce qu'on voulait bien devoir à Abdalatif, on aurait été avec elle aussi familier que l'on cherchait à le paraître peu. Après les louanges d'Abdalatif, chacun se dispersa dans le salon avec qui il lui plut. La conversation était, selon ceux qui parlaient, tantôt vive, tantôt plate, et en tout, il me parut que l'on ménageait assez peu les dames qui devaient souper chez Amine, et qu'elles ne s'en offensaient guère. On descendit enfin pour souper. Comme il n'y avait pas de retraite pour mon âme dans le lieu où l'on mangeait, je ne pus pas entendre les discours qui s'y tinrent. À en juger par ceux qui précédèrent le souper et ceux qui le suivirent, on pouvait ne pas regretter de n'être point à portée de les entendre. Abdalatif, noyé dans le vin,
enivré des éloges que le mérite qu'on avait découvert à son cuisinier avait rendu plus vifs et plus nombreux, ne tarda point à s'endormir. Un jeune homme qui avait intérêt qu'il laissa bientôt Amine en état de disposer d'elle, osa bien l'éveiller pour lui représenter qu'un homme comme lui, chargé des plus grandes affaires et nécessaire à l'État, autant qu'il l'était, pouvait quelquefois permettre au plaisir de le distraire, mais ne devait jamais s'y abandonner. Il prouva si bien enfin à Abdalatif combien il était cher au prince et au peuple, qu'il le convainquit qu'il ne pouvait différer de s'aller coucher, sans que l'État ne risquât d'y perdre son plus ferme appui. Il sortit, et tout le monde avec lui. Quelques regards que j'avais surpris entre Amine et le jeune homme qui venait de haranguer si bien Abdalatif me firent croire que je le reverrais bientôt. Elle se mit à sa toilette d'un air nonchalant, et débarrassée de cet attirail superbe, plus gênant encore pour les plaisirs qu'il n'est satisfaisant pour l'amour-propre, elle ordonna qu'on la laissât seule. La respectable mère d'Amine, gagnée apparemment par le récit que le jeune homme lui avait fait de ses souffrances, car je ne saurais croire qu'une âme si belle eût pu être sensible à l'intérêt, l'introduisit discrètement dans l'appartement de sa fille, et ne se retira qu'après qu'il lui eut donné parole positive de ne faire à Amine aucune proposition qui pût alarmer la pudeur d'une fille aussi sage et aussi modeste. « En vérité, dit Amine au jeune homme, quand ils furent seuls, il faut que je vous aime bien tendrement pour m'être déterminé à ce que je fais, car enfin je trompe un honnête homme, que je n'aime point à la vérité, mais à qui pourtant je devrais être fidèle. J'ai tort, je le sens bien, mais l'amour est une terrible chose, et ce qu'il me fait faire aujourd'hui est bien éloigné de mon caractère. Je vous en sais d'autant plus de gré, répondit le jeune homme en voulant l'embrasser. Oh, pour cela, répliqua-t-elle en le repoussant, voilà ce que je ne veux pas vous permettre. De la confiance, du sentiment, du plaisir à vous voir, je vous en ai promis, mais si j'allais plus loin, je trahirais mon devoir. Mais mon enfant, lui dit le jeune homme, deviens-tu folle? Qu'est-ce donc que le jargon dont tu te sers? Je te crois tout le sentiment du monde, assurément, mais à quoi veux-tu qu'il nous serve? Est-ce pour cela que je suis venue ici? Vous vous êtes trompé, répondit-elle, si vous avez attendu de moi quelque autre chose. Quoique je n'aime point le seigneur Abdalatif, j'ai fait vœu de lui être fidèle et rien ne peut m'y faire manquer. Ah, petite reine, repartit le jeune homme en raillant, d'abord que tu as fait un vœu, je n'ai rien à dire, cela est respectable, et pour la rareté du fait, je te permets d'y demeurer fidèle. Eh, dis-moi, en as-tu beaucoup fait de pareil dans ta vie? Ne raillez pas, répondit Amine, je suis fort scrupuleuse. Oh, tu ne m'étonnes point, répliqua-t-il, vous autres filles, tant soit peu publiques, vous vous piquez toutes de scrupules, et vous en avez en général beaucoup plus que les femmes vertueuses. Mais à propos de ton vœu, tu aurais tout aussi bien fait de m'en instruire tantôt, et de ne me pas faire reprendre la peine de venir passer la nuit ici. Cela est vrai, répondit-elle d'un air embarrassé, mais vous m'avez fait des propositions si brillantes que d'abord elles m'ont ébloui, je l'avoue. Eh, lui demanda-t-il, la réflexion te les a donc gâtés? Tiens, poursuivit-il en tirant une bourse, voilà ce que je t'ai promis, je suis homme de parole. Il y a là-dedans de quoi guérir tes scrupules et te relever de tous les vœux que tu as pu faire. Conviens-en, du moins. Que vous êtes badin, répondit-elle en se saisissant de la bourse. Vous me connaissez bien peu. Je vous jure que sans l'inclination que je me sens pour vous... Finissons cela, interrompit-il. Pour te prouver combien je suis noble, je te dispense des remerciements et même de cette prodigieuse inclination que tu as pour moi. Aussi bien dans le marché que nous avons fait ensemble, ne m'a-t-elle servi à rien. Je te paie même aussi cher que si j'étais en premier, et tu sais bien que cela n'est pas dans les règles. Il me semble que si, répondit Amine, je fais une perfidie pour vous, et... Si je ne te payais, interrompit-il, qu'à raison de ce qu'elle te coûte, je te réponds que je t'aurai pour rien. Mais encore une fois finissons, quoique tu aies de l'esprit autant qu'on en puisse avoir, la conversation m'ennuie. Quelque impatience qu'il marqua, il ne put empêcher qu'Amine, qui était la prudence même, ne comptât l'argent qu'il venait de lui donner. Ce n'était pas, disait-elle, qu'elle se défiât de lui, mais il pouvait lui-même s'être trompé. Enfin, elle ne se rendit à ses désirs que quand elle fut sûre qu'il n'avait point commis d'erreur de calcul. Lorsque le jour fut prêt à paraître, la mère d'Amine revint et dit au jeune homme qu'il était temps qu'il se retirât. Il n'était pas tout à fait de cet avis, quoique Amine le pria de vouloir bien ménager sa réputation. Cette considération ne l'aurait sûrement pas ébranlé, et malgré ses prières, il serait resté, si Amine ne lui eût promis de lui accorder à l'avenir autant de nuits qu'elle pourrait en dérober à Abdalatif. Outre Abdalatif, Massoud et ce jeune homme à qui quelquefois elle tenait parole, Amine, qui avait reconnu l'utilité des conseils que sa mère lui avait donnés, recevait indifféremment tous ceux qui la trouvaient assez belle pour la désirer, pourvu cependant qu'ils fussent assez riches pour lui faire agréer leurs soupirs. Bonzes, brahmines, imans, militaires, cadis,
Hommes de toute nation, de tout genre, de tout âge, rien n'était rebuté. Il est vrai que, comme elle avait des principes et des scrupules, il en coûtait plus aux étrangers, à ceux surtout qu'elle regardait comme des infidèles, qu'à ses compatriotes, et à ceux qui suivaient la même loi qu'elle. Ce n'était qu'à prix d'argent qu'il pouvait vaincre ses répugnances, et après qu'elle s'était donnée triompher de ses remords. Elle s'était même fait là-dessus des arrangements singuliers. Il y avait des cultes qu'elle avait plus en horreur que les autres, et je me souviendrai toujours qu'il en coûta plus à un guèbre pour obtenir d'elle des complaisances qu'il n'en avait coûté en pareil cas à 10 mahométans. Soit qu'Abdalatif fût trop persuadé dans son mérite pour croire qu'Amine pût être infidèle, soit qu'aussi ridiculement il compta sur les serments qu'elle lui avait faits de n'être jamais qu'à lui, il fut longtemps avec elle, dans la plus parfaite sécurité, et sans un événement imprévu, quoiqu'il ne fût pas sans exemple, il est apparent qu'il y aurait toujours été plongé. J'entends bien. Pardon. J'entends bien, dit alors le sultan. Quelqu'un lui dit qu'elle était infidèle. Non, sire, répondit Amanzeï. Ah oui, reprit le sultan. Je vois à présent que c'était tout autre chose. Cela se devine. Lui-même, il l'a surpris. Point du tout, sire, répartit Amanzeï. Il aurait été trop heureux d'en être quitte à si bon marché. Je ne sais donc plus ce que c'était, dit Shabaham. Au fond, ce ne sont pas mes affaires et je n'ai pas besoin de me tourner la tête pour deviner quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Nous marquons une courte pause. La dernière pause de ce soir. C'est très particulier. Je suis désolé si je bégaye un petit peu. Mais je dois bien avouer que le style est très joli. Mais il est un peu complexe déjà. Il est très fleuri, on dirait, n'est-ce pas? Moi, j'avoue que c'est un style qui me parle bien. Je le trouve vraiment, vraiment joli, vraiment beau. Et quand j'arrive à trouver directement le bon rythme, je trouve que les passes, yes, je trouve que les phrases passent très très bien. Je trouve qu'il y a une sonorité, qu'il y a une musique très très jolie sur ce style. Malheureusement, c'est un peu compliqué et c'est pour ça que des fois je bredouille un petit peu parce que du coup, il y a des emplois de double négation sans arrêt. Il y a des emplois de verbes au subjonctif assez fréquemment aussi. Enfin, il y a vraiment des phrases complexes avec beaucoup de subordonnés, donc voilà. J'ai un peu de mal, et surtout, la chose avec laquelle j'ai le plus de mal et qui me fait le plus reprendre, et ça j'en suis désolé, c'est que ils ont eu à cœur dans cette édition de remettre le texte tel qu'il était lors de sa parution. Ce qui fait que les dialogues ne sont pas du tout mis en exergue par de la ponctuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les guillemets, il n'y a pas les tirets pour dire qu'on revient à un autre personnage à la ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois j'enchaîne deux phrases parce que bah moi sur mon texte, ça s'enchaîne dans le même paragraphe, il n'y a pas de retour à la ligne, et du coup je sais pas que ça a changé de personnage tout de suite. Donc voilà, je suis un peu désolé pour les petits problèmes de compréhension que ça pourrait peut-être engendrer. Mais malheureusement, je n'y peux pas grand-chose de plus. J'espère que ça reste à peu près compréhensible. Mais c'est vrai que la langue employée, je la trouve vachement belle pour le coup. En tout cas, personnellement. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au style et à la langue? Ouais, en plus, le truc qui est très compliqué pour moi aussi, là, c'est que on est dans un récit cadre. Donc c'est-à-dire que il y a la narration qui raconte une histoire, enfin c'est l'histoire du roman, et dans cette narration, il y a un personnage qui raconte encore une histoire. Donc il y a cette mise en abîme, ce double volet, et miroir aussi, qui marche un peu en miroir aussi, où du coup il y a deux narrateurs et deux histoires en quelque sorte. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi pour la lecture parce que des fois je dois repartir dans la narration basique avec Amanzeï qui parle au sultan ou à la sultane, alors que des fois au contraire je dois aller plus en profondeur entre guillemets et je dois aller dans Amanzeï qui restitue les dialogues qu'il a entendus.
Et du coup, sur la restitution de ces dialogues, par exemple là les dialogues, alors c'était quoi leur nom? Abdelatif et mince et mince, c'était comment? Amine. Voilà, Abdelatif et Amine, leurs dialogues, bah par exemple, j'ai pas envie de les faire avec une voix très marquée, très différente, parce que pour moi, ça doit rester la voix d'Amanzai. C'est-à-dire que c'est Amanzai qui est en train de raconter et qui est en train de redire le dialogue, donc pour moi c'est la voix d'Amanzai. Et du coup, ouais, je comprends que ça doit être peut-être un peu plus compliqué à comprendre à l'oral que les lectures habituelles, peut-être un chouïa plus complexe en effet. Et du coup, Jumpy, bah c'est cool, ça fait plaisir que tu trouves ça très intéressant. Mais ouais, franchement, c'est vachement sympa. Il y a toujours ce ton que j'apprécie. En fait, c'est un ton doux amer, dans le sens où on sent pas trop d'acidité, je trouve. C'est plus, comment dire, c'est un ton acide, mais plus doux. Du coup, c'est pour ça doux amer. C'est genre, il y a des petits commentaires, il y a des petites piques qui sont lancées de ci de là. Il y a des petits, ouais, il y a plein de petites réflexions philosophiques, morales ou de cet ordre en tout cas sur ah bah il se passe ça, moi je pense ça de ça et ainsi de suite. Puis il y a aussi quelque chose de très ironique dans le fait que du coup le sultan représente vraiment par excellence le personnage du gros beauf, j'ai l'impression. Et en même temps c'est pas trop mis en avant non plus, c'est ça qui est agréable. C'est que du coup ça joue sur une ironie et sur une complicité entre le lecteur Amanzai et la sultane, aux dépens du sultan, entre guillemets. Et enfin ouais, il y a plein de complicité à différents niveaux, parce que le texte est vraiment complexe et peut se lire à plein de niveaux. Et c'est marrant ce jeu, je trouve ça très marrant ce jeu, je trouve ça très ludique en fait. Je trouve que rendre une lecture ludique, c'est pas facile, et en fait c'est juste un très bon levier, un très bon moyen d'accrocher le lecteur et de lui donner envie de savoir la suite, quoi. Donc là, ouais, le sultan, dès qu'on le voit, on sent qu'il est un peu beauf, mais en même temps, il n'y a pas de commentaire direct du narrateur pour dire il est beauf. Mais on comprend bien, quoi. On comprend bien aux très courtes réflexions qui n'ont pas besoin d'être très explicites de la sultane et d'Amanzai que bon, c'est un peu le gros beauf. Et du coup, c'est d'autant plus drôle parce qu'il y a une sorte d'ironie à ce qu'Amanzai raconte les frasques de personnes peu scrupuleuses et, euh, et ouais, qui font des choses pas très recommandables entre guillemets. C'est drôle du coup parce que genre ça présente des portraits de personnes dont on se moque au sultan qui pourrait être l'égal de ces portraits. Donc et le sultan ne s'en rend compte absolument pas bien sûr. Donc c'est vachement marrant. C'est hyper bien induit, ouais, exactement, Jumpy. Et je trouve ça très subtil, très élégant. En général, quand je dis d'un texte qu'il est subtil et élégant, c'est que je l'apprécie vraiment bien. Mais ouais, là, je trouve, il y a, comme je le disais, il y a un peu, plus que subtil et élégant, je trouve qu'il y a une sorte de petite malice, une complicité comme ça, qui passe très bien. Sur ce, on va enchaîner avec le chapitre 6, qui sera également le dernier chapitre de ce soir. Je sais déjà. En plus, le chapitre n'est encore une fois pas très long. Voilà, la découpe a été décidée. Ça sera des lives assez courts sur le sofa de Crébillon. Je vais reprendre sans plus attendre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Amanzai qui reprend directement la narration. Et écoute, Jumpy, bonne écoute pour ce dernier chapitre de ce soir. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 6. Pas plus extraordinaire qu'amusant. Le moment fatal où toutes les grandeurs, les diamants, les richesses qu'Amine possédait allaient s'évanouir pour elle était venu. Du moins, pour se consoler de leur perte, lui restait-il le souvenir d'un beau songe, et Abdalatif, supposé qu'il eût rêvé, ne l'avait pas fait aussi agréablement qu'elle. Depuis quelques jours, j'avais remarqué qu'Amine était plus triste qu'à l'ordinaire. Sa maison, la nuit, était fermée, et le jour, elle ne voyait qu'Abdalatif.
On lui avait écrit beaucoup de lettres, et toutes l'avaient chagriné. Je me perdais en réflexion pour deviner ce qu'elle pouvait avoir, et ne pouvant le pénétrer, je fus assez imbécile pour croire que les remords dont elle était agitée causaient seuls le chagrin qu'elle paraissait avoir. Quoique la connaissance que j'avais de son caractère dût m'interdire cette idée, la difficulté de pénétrer la cause de son inquiétude me la fit former. Je ne fus pas longtemps à avouer que je m'étais trompé sur tout ce que j'avais imaginé. Amine, l'air embarrassé, pensif, sombre, était un matin à sa toilette. Abdalatif entra, elle rougit à sa vue. Elle n'était pas accoutumée à le voir le matin, et cette visite inopinée lui déplut. Confuse et timide, à peine osa-t-elle lever les yeux sur lui. À la mine refrognée d'Abdalatif, au regard terrible que de temps en temps il lançait sur elle, il n'était pas difficile de juger qu'il était tourmenté d'une idée fâcheuse à laquelle, vraisemblablement, elle avait donné lieu. Amine, sans doute, savait ce que c'était, car elle n'osa jamais le lui demander. Il garda quelque temps le silence. « Vous êtes jolie, lui dit-il enfin, avec une fureur ironique. « Vous êtes jolie, oui, très fidèle, oh, parbleu, marraine, parbleu. On saura vous apprendre à être sage, et vous mettre en lieu où vous serez forcé de l'être, du moins quelque temps. » « Quel est donc ce discours, monsieur ?» lui répondit Amine d'un air de hauteur. « Est-ce à une personne comme moi qu'il peut jamais s'adresser? Mesurez un peu vos paroles, je vous prie. » L'insolence d'Amine dans la situation présente parut si singulière à Abdalatif que d'abord elle le confondit. Mais enfin, la fureur prenant le dessus, il l'accabla de toutes les injures et de tout le mépris qu'il croyait lui devoir. Amine voulut alors entrer en justification, mais Abdalatif, qui sans doute avait des témoins convaincants de ce dont il l'accusait, lui ordonna brusquement de se taire. Amine convint en ce moment qu'Abdalatif avait raison de se plaindre, mais il lui paraissait si peu possible que ce fût d'elle qu'elle n'en revenait pas. Elle crut même devoir à son tour l'accabler de reproches sur ses infidélités, lui faire même des remontrances sur les mauvais choix qu'il faisait, toutes choses qu'elle ne lui disait, ajouta-t-elle, que par l'extrême intérêt qu'elle osait prendre à ce qui le regardait. Une impudence si soutenue impatienta enfin Abdalatif au point qu'il pensa s'échapper tout à fait. Amine, voyant qu'il n'était la dupe ni de sa hauteur ni de ses reproches, et craignant à la fureur où elle le voyait, que cette scène ne finît pour elle de la façon la plus tragique, crut enfin qu'elle devait prendre le parti des larmes et de la soumission. Ce fut en vain, rien ne calma Abdalatif. Je ne vous dirai pas ce qu'il avait, mais jamais je n'ai vu d'homme si fâché. De moment en moment, il entrait dans des accès de fureur, pendant lesquels il aurait sans doute tout brisé dans la maison, si tout ce qui y était ne lui eût pas appartenu. Cette sage considération le retenait sur un fracas indécent, qui l'aurait peut-être soulagé, et la violence qu'il se faisait pour se retenir sur cela augmentait sa colère contre Amine. Ce dont il était le plus outré, c'était qu'on eût osé manquer d'une façon si cruelle à ce qu'on devait à un homme comme lui. Cela seul lui paraissait inconcevable. Après avoir dit toutes les impertinences que sa fureur et sa fatuité lui dictaient tour à tour, il s'empara généralement de tout ce qu'il avait donné à Amine. Elle s'était attendue à être quittée, et elle s'en consolait, en jetant de temps en temps les yeux sur les diamants et les autres choses qu'elle croyait qu'il lui resterait. Mais quand elle vit l'impitoyable Abdalatif se mettre en devoir de tout reprendre, elle poussa les cris les plus perçants et les plus douloureux. Sa mère alors entra, se jeta 1000 fois aux pieds d'Abdalatif, et crut l'apaiser beaucoup en lui avouant que c'était un maudit bonze qui était cause de tout ce qui arrivait. Loin que ce qu'on disait du bonze parût attendrir Abdalatif, il sembla le déterminer à user de toute la rigueur possible. « Hélas, ajoutait tristement la mère d'Amine, nous sommes bien punis de nous être fiés à un infidèle. Ma fille sait ce que j'en pensais, et que je lui ai toujours dit que cela ne pouvait que lui porter malheur. » Pendant ces lamentations, Abdalatif, ayant à la main un état de tout ce qu'il avait donné à Amine, se faisait tout restituer par ordre. Lorsque cela fut fait, à l'égard de l'argent que je vous ai donné, dit-il à Amine d'un air grave, je vous le laisse. Il n'a pas tenu à moi, petite reine, que vous n'ayez été plus heureuse. Cette mortification-ci vous rendra sans doute plus prudente, je le désire sincèrement. Allez, ajouta-t-il, je n'ai plus besoin de vous ici. Rendez grâces au ciel de ce que je ne porte pas plus loin ma colère. En achevant ces paroles, il ordonna à ses esclaves de les faire sortir, n'étant pas plus ému des injures atroces qu'alors elles vomissaient contre lui, qu'il ne l'avait été des larmes qu'il leur avait vu répandre. La curiosité de voir l'usage qu'Amine ferait de son humiliation me fit résoudre, malgré le dégoût que ses mœurs me causaient, à la suivre dans ce réduit obscur d'où Abdalatif l'avait tirée, et où elle retourna cacher sa honte et la douleur de n'avoir pas su le ruiner. Ce fut dans ce triste lieu que je fus témoin de ses regrets et des imprécations de sa vertueuse mère. Les débris de leur fortune, qui étaient encore considérables,
les consolèrent enfin de ce qu'elles avaient perdu. « Eh bien, ma fille, disait un jour la mère d'Amine, est-ce donc un si grand malheur que ce qui vous est arrivé? Je conviens que ce monstre que vous aviez était la libéralité même, mais est-il donc le seul à qui vous puissiez plaire? D'ailleurs, quand vous n'en retrouverez pas un aussi riche, croiriez-vous pour cela être malheureuse? Non, ma fille, où l'espèce manque, il faut se dédommager par le nombre. Si 4 ne suffisent pas pour le remplacer, prenez-en 10, plus même s'il le faut. Vous me direz peut-être que cela est sujet à des accidents, cela est vrai, mais quand on ne se met au-dessus de rien, que l'on craint tout, on reste dans l'infortune et dans l'obscurité. » Quelque envie qu'Amine eût de mettre à profit ses sages conseils, l'abandonnement où elle était ne lui permit pas de s'en servir aussitôt qu'elle l'aurait voulu. Son aventure avec Abdalatif lui avait si bien donné dans Agra la réputation d'une personne peu sûre dans le commerce que, hors le fidèle Massoud de qui la tendresse était à l'épreuve de tout, je ne vis chez elle pendant longtemps que quelques-unes de ses compagnes qui venaient la voir, plutôt sans doute pour jouir de son malheur que pour l'en consoler. Le temps, qui efface tout, effaça enfin la mauvaise opinion qu'on avait d'Amine. On la crut changée, on imagina que les réflexions qu'on lui avait laissé le temps de faire l'auraient guérie de la fureur d'être infidèle. Les amants revinrent. Un seigneur persan qui arriva dans ce temps à Agra et qui n'en savait que médiocrement les anecdotes, vit Amine, la trouva jolie, et s'en entêta d'autant plus qu'un de ces hommes obligeants, qui ne s'occupent que du noble soin de procurer des plaisirs aux autres, l'assura que s'il avait le bonheur de plaire à Amine, il devrait lui en savoir d'autant plus de gré que ce serait la première faiblesse qu'elle aurait à se reprocher. Tout autre aurait cru la chose impossible, le persan ne la trouva qu'extraordinaire. Cette nouveauté le piqua, et à l'aide de l'irréprochable témoin de la vertu d'Amine, il acheta au plus haut prix des faveurs qui, dans Agra, commençaient à être taxées au plus bas, et n'étaient pourtant pas encore aussi méprisées qu'elles auraient dû l'être. Cette triste maison qu'Amine habitait fut encore une fois quittée pour un palais superbe où brillait tout le faste des Indes. Je ne sais si Amine usa sagement de sa nouvelle fortune, mon âme rebutée d'étudier la sienne, alla chercher des objets plus dignes de s'occuper dans le fond peut-être aussi méprisable, mais qui, plus ornés, la révoltaient moins et l'amusaient davantage. Je m'envolai dans une maison, qu'à sa magnificence et au goût qui y régnait de toutes parts, je reconnus pour une de celles où je me plaisais à demeurer, où l'on trouve toujours le plaisir et la galanterie, et où le vice même, déguisé sous l'apparence de l'amour, embelli de toute la délicatesse et de toute l'élégance possible, ne s'offre jamais aux yeux que sous les formes les plus séduisantes. La maîtresse de ce palais était charmante, et à la tendresse qu'elle avait dans les yeux, autant qu'à sa beauté, je jugeai que mon âme y trouverait des amusements. Je restai quelque temps dans son sofa, sans qu'elle daignât seulement s'y asseoir. Cependant, elle aimait, et elle était aimée. Poursuivie par son amant, persécutée par elle-même, il n'y avait pas d'apparence que je lui fusse toujours aussi indifférent qu'elle semblait se le promettre. Quand j'entrai chez elle, il avait déjà obtenu la permission de lui parler de son amour, mais quoiqu'il fût aimable et pressant, que même il eût déjà persuadé, il était encore bien loin de vaincre. Fénime, c'est ainsi qu'elle s'appelait, renonçait avec peine à sa vertu, et Zulma, trop respectueux pour être entreprenant, attendait du temps et de ses soins qu'elle prît pour lui autant d'amour qu'il en ressentait pour elle. Mieux informé que lui des dispositions de Fénime, je ne concevais pas qu'il pût connaître aussi peu son bonheur. Fénime, à la vérité, ne lui disait pas encore qu'elle l'aimait, mais ses yeux le lui disaient toujours. Lui parlait-elle d'une chose indifférente? Sans qu'elle le voulût, même sans qu'elle s'en aperçût, sa voix s'attendrissait, ses expressions devenaient plus vives. Plus elle s'imposait de contrainte avec lui, plus elle lui marquait d'amour. Rien de son amant ne lui paraissait indifférent. Elle en craignait tout, et les gens qu'elle aimait le moins en étaient en apparence mieux traités que lui. Quelquefois elle lui imposait silence, et l'oubliant à l'instant même, elle continuait la conversation qu'elle avait voulu finir. Toutes les fois qu'il la trouvait seule, et sans s'en apercevoir, elle lui en donnait 1000 occasions, l'émotion la plus tendre et la plus marquée s'emparait d'elle involontairement. Si dans le cours d'un entretien long et animé, il arrivait à Zulma de lui baiser la main, ou de se jeter à ses genoux, Fénime s'effrayait mais ne se fâchait pas. C'était même si tendrement qu'elle se plaignait de ses entreprises. Et cependant, interrompit le sultan, il ne les continuait pas? Non, assurément, sire, répondit Amanzei. Plus ils étaient amoureux, plus il était bête, dit le sultan. Je le vois bien. L'amour n'est jamais plus timide, reprit Amanzei, que quand... Oui, timide, interrompit encore le sultan. Voilà un beau conte. Est-ce qu'il ne voyait pas qu'il impatientait cette dame? À la place de cette femme-là, je l'aurais renvoyée pour jamais, moi qui vous parle.
Il n'est pas douteux, reprit Amanzei, qu'avec une coquette, Zulma n'eût été perdue, mais Fénîmes, qui réellement désirait de n'être pas vaincu, tenait compte à son amant de sa timidité. D'ailleurs, plus il ménageait les scrupules de Fénîmes, plus il s'assurait la victoire. Un moment donné par le caprice, s'il n'est pas saisi, ne revient peut-être jamais, mais quand c'est l'amour qui le donne, il semble que moins on le saisit, plus il s'empresse à le rendre. J'ai cependant ouï dire, répliqua Shabaham, que les femmes n'aiment point qu'on ne les devine pas. Cela peut être quelquefois, répondit Amanzei, mais Fénîmes pensait différemment, et n'aimait jamais tant Zulma que quand il avait été plus respectueux qu'elle-même ne l'avait désiré. Et, demanda encore le sultan, lui arrivait-il souvent de s'y méprendre? Oui, sire, répondit Amanzei, et quelquefois si grossièrement qu'il en était ridicule. Un jour, par exemple, il entra chez Fénîmes. Il y avait plus d'une heure que livrée à sa tendresse, elle ne s'occupait que de lui. Elle avait commencé par le désirer vivement, et son imagination s'échauffant par degrés, elle s'abandonna voluptueusement à son désordre. Il était au plus haut point lorsque Zulma se présenta à ses yeux. Son trouble augmenta, elle acheva de rougir en le voyant. Ah, s'il eût deviné ce qui faisait alors rougir Fénîmes, s'il eût osé même la presser. Mais il se croyait fort mal avec elle de quelque liberté fort innocente, que la veille il avait voulu prendre, et il employa à lui en demander pardon, le temps où elle ne se serait offensée de rien. « Ah, le butor !» s'écria le sultan. « Il n'est pas croyable qu'on soit si bête. » Il ne faut cependant pas que cela vous étonne, sire, répartit Amanzei. Tout le temps que j'ai été sofa, j'ai vu manquer plus de moments que je n'en ai vu saisir. Les femmes accoutumées à nous cacher sans cesse ce qu'elles pensent mettent surtout leur attention à nous dissimuler les mouvements qui les portent à la tendresse, et telle a peut-être à se vanter de n'avoir jamais succombé, qui doit moins cet avantage à sa vertu qu'à l'opinion qu'elle en a su donner. Je me rappelle qu'étant chez une femme célèbre par sa rare vertu, j'y fus assez longtemps sans rien voir qui démentit l'idée qu'on avait d'elle dans le monde. Il est vrai qu'elle n'était pas jolie, et qu'il faut convenir qu'il n'y a point de femmes à qui il soit plus aisé d'être vertueuse qu'à celles qui manquent d'agrément. Celle-ci joignait à sa laideur un caractère d'esprit dur et sévère, qui effrayait pour le moins autant que sa figure. Quoique personne ne se fût hasardé à essayer de la rendre sensible, on n'en croyait pas moins qu'il était impossible qu'elle le devînt. Par je ne sais quel hasard, un homme plus hardi ou plus capricieux que les autres, ou qui ne croyait pas à la vertu des femmes, un jour se trouvant seul auprès d'elle, osa lui dire qu'il la trouvait aimable. Quoiqu'il le lui dît assez froidement pour ne devoir pas en être cru, un discours si nouveau pour elle lui fit impression. Elle répondit modestement, mais avec trouble, qu'elle n'était point faite pour inspirer de pareils sentiments. Il lui baisa la main, elle en tressaillit. Son air embarrassé, sa rougeur, le feu qui tout d'un coup anima ses yeux, furent de sûrs garants du désordre qui s'élevait dans son âme. Il lui répéta, en la serrant dans ses bras avec transport, qu'elle faisait sur lui l'impression la plus vive. Je ne sais, pendant qu'elle continuait à s'en étonner, comment il fit pour lui prouver qu'il disait vrai, mais cette modestie dont elle s'était armée commença à céder à l'évidence. De quelque nature que fût la preuve qu'il lui offrait, en la convainquant, elle acheva de la subjuguer. Soit que des objets si nouveaux pour elle lui imposassent, soit qu'en ce moment elle se sentit fatiguée du poids de sa vertu, à peine se souvint-elle que la bienséance se demandait au moins qu'elle combattît, et elle se rendit plus promptement que les femmes même accoutumées à résister le moins. Cet exemple, et quelques autres du même genre, m'ont fait croire qu'il y a bien peu de femmes vertueuses qu'on ne puisse attaquer sans succès, et qu'il n'y en a point de plus faciles à vaincre que celles qui ont le moins d'habitude de l'amour. Mais je reviens aux deux amants dont je faisais l'histoire à votre majesté. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Nous marquons la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. C'est terminé pour ce soir. Encore une fois, je suis désolé, j'ai pas mal bégayé, c'est waouh. Je dois avouer que la lecture est assez corsée. Au final, c'est peut-être pas plus mal que ces lives sur Crébillon ne durent pas trop longtemps. À mon avis, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça sera à peu près le créneau à chaque fois. Et ouais, c'est peut-être pas plus mal que ça dure pas plus longtemps parce que le style est très joli, très esthétisé, mais il est vachement compliqué à faire sortir du premier coup. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je trouve qu'il est tellement bien fait que justement les phrases sonnent bien et ont une belle... elles se prêtent bien à la lecture orale, bizarrement je trouve. Et à la fois,
elles sont tellement complexes que parfois c'est... Disons que ça demande... Disons qu'elles sont bien pour l'oral, mais que ça demande une grande concentration pour la lire comme il faut. C'est un peu ça. Mais sinon, c'est très très joli, je trouve, comme style. J'apprécie beaucoup cette œuvre. Les interruptions un peu bourrines du sultan à chaque fois me font bien rire. Du coup, on a terminé avec l'histoire d'Abdalatif d'Amin. On passe à l'histoire de Zulma et Fénim. Vous avez compris que, a priori, il n'y aura pas d'autres conteurs. Vous avez compris maintenant que Shabam était totalement subjugué par la narration d'Amanzei, qui, de manière un peu maligne, arrive à chaque fois à récupérer son auditorat, donc à récupérer Shabam, parce que Shabam il est souvent saoulé par ce que peut dire Amanzei, mais judicieusement, soit il tient pas compte de ce que vient de dire Shabam, soit il fait genre d'aller dans son sens pour pouvoir continuer à raconter. Donc ouais, vous voyez un petit peu tout ça. Alors, en tout cas, moi c'est l'interprétation que j'en ai. Et oui, aussi je voulais dire, toujours sur le style, faut bien comprendre aussi que c'est un texte des années 1740, si je dis pas de conneries. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais dit ça lors du premier live. De souvenir, c'est genre 1740, un truc comme ça, le sofa de Crébillon. Donc voilà, faut se dire aussi que le style est un peu vieilli, mais que c'est normal, parce que dans la manière de parler, on a beaucoup changé aussi, et il y a des mots qui n'ont pas exactement le même style. Pardon, le même emploi. Par exemple, tout à l'heure j'avais vu un truc qui m'avait sauté aux yeux. Voilà, par exemple, à la mine refrogner, parce que à l'époque on disait refrogner et pas renfrogner, je pense. Ou bien vous avez remarqué peut-être aussi que à chaque fois que j'ai dit jusque, j'ai bien prononcé jusque z avec la liaison, parce que c'est jusque avec un s à la fin de jusque. Donc voilà, il y a des mots qui sont un peu vieillis dans leur orthographe, ce qui fait que je vais les dire d'une manière un peu différente aussi. Il y a des mots qui ont changé, etc. Et il y a des mots qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas tout à fait la même acception. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Par exemple, c'était le mot craindre. Alors je me rappelle plus de la phrase, mais c'était dans le dernier chapitre qu'on vient de lire. Il me semble qu'à un moment, elle dit nanana, craignez tout. Et en fait, craindre, c'était pas tellement craindre, mais c'était plus respecter, quoi. Donc ouais, faut bien prendre ça aussi en compte, je pense, pour la compréhension de ce texte. Voilou pour les petites réflexions que j'avais encore à faire. À part cela, je pense que c'est vraiment, enfin, à part cela, non, même cela rend la lecture intéressante, mais ouais, à part ces petites réflexions que je voulais faire, j'ai rien à dire. Si ce n'est que je trouve le texte très appréciable, très agréable, et que j'ai hâte de lire la suite avec vous. Ça sera donc vendredi à 21h pour les chapitres 7 à 9. Et du coup, le chapitre 7, pour vous donner un petit avant-goût, dont le titre est « Où l'on trouvera beaucoup à reprendre ». Genre c'est trop marrant comment il a mis les titres de ces chapitres qui donnent pas du tout envie de lire son œuvre. Enfin c'est trop marrant. C'est trop marrant. J'aime beaucoup le ton général de l'œuvre. Enfin bref, comme je le disais, le ton de l'humour comme ça qu'il emploie, s'y est parfaitement au genre du conte. Je trouve que ça amplifie encore les effets habituels d'un conte. Je trouve ça très malin. Sur cette espèce de parodie des Mille et une nuits. Enfin bref. C'était très agréable de faire ce live en votre compagnie ce soir et de faire cette lecture en votre compagnie ce soir. On se retrouve vendredi 21h pour la suite. On se retrouve également dimanche pour une découverte sur l'univers de League of Legends si tout se passe bien. Ça devrait être sur Cassiopeia, si je dis pas de bêtises, une nouvelle sur Cassiopeia. Et sinon, bien sûr, on se retrouve dès demain pour un créneau de 13h à 16h sur Sea of Thieves. On va certainement juste farmer les quêtes mensuelles, je pense. Et ce sera du coup l'occasion pour moi de vous présenter les quêtes mensuelles. Et on sera certainement en compagnie de Walkirax et peut-être également en compagnie de Mirani. Voilou.
Merci de m'avoir suivi, Jumpy, merci à tous ceux dans l'ombre qui seront passés, et merci à ceux qui me regarderont en rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, un dislike, un commentaire, un partage, un commentaire sur la lecture, sur le live en lui-même, peu importe. Bonne soirée, bonne nuit à tous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye!